Donc on va vous présenter cette enquête qui a été réalisée en septembre 2023, qui a été conjointement analysée par l'Association des maires de France et par AgroParisTech. C'est une première, et c'est une première intéressante parce qu'ils ont des capacités de traitement de la donnée qui sont efficaces. Je me rends compte que je ne me suis même pas présenté, donc peut-être je vais commencer par là. Donc Gilles Perron, je co-préside le groupe de travail alimentation restauration scolaire de l'Association des maires de France depuis quelques années, et je suis élu de la ville de Montsartou dans les Alpes-Maritimes. Donc voilà, c'est cette enquête qui essaye d'analyser la réponse des communes et des intercommunalités qui ont pris la compétence restauration scolaire pour atteindre les obligations de 3 lois, vous savez, qui sont arrivées en très peu de temps. 2018, la loi Egalim. 2020, la loi AGEC sur la diminution du gaspillage alimentaire, et 2021, la loi Climat Résilience, qui est venue renforcer certains points de la loi Egalim, voire en ajouter d'autres. Donc voilà, beaucoup de changements dans le domaine de la restauration collective, ce qui n'a pas forcément été simple sur le terrain. On a en nombre de réponses, vous l'aurez en détail sur la plaquette qui vous a été remise, mais on est sur 2457 réponses, avec dans l'échantillon une surreprésentation des communes de moins de 1000 habitants, mais ce qui est logique puisqu'on a une surreprésentation, enfin la grande majorité des communes de France sont des petites communes. Les enseignements que l'on tire, les informations que l'on tire à partir de cette enquête, c'est que déjà on accueille 82% des enfants à la cantine, ce qui est un chiffre quand même conséquent, et que on garde une restauration scolaire majoritairement en gestion directe, en régie, pour 48%. On a 35% des collectivités qui sont en gestion mixte. Alors, qu'est-ce que ça veut dire gestion mixte? Ça veut dire que la commune délègue une partie de la restauration scolaire. Ça peut être la préparation des plats, mais ça peut être aussi simplement les achats d'alimentation. Ça peut être aussi simplement l'encadrement des enfants ou simplement la facturation, par exemple. Voilà, donc c'est très, très variable. Et seulement 17% des communes ont une délégation totale de services à un prestataire. C'est assez homogène selon, vous verrez que dans les présentations des résultats, vous avez des présentations par strate de collectivités, moins de 2000, 2000 à 10 000, 10 000 à 30 000 et plus de 30 000. Mais là, c'est assez homogène entre les strates. On a fait un focus sur la prise en compte des enfants à besoins particuliers. Il y a essentiellement deux publics qu'on a regardés, les enfants en situation de handicap. 43% des communes ont eu des demandes d'accueil d'enfants en situation de handicap sur le temps de restauration scolaire. Elles y ont répondu positivement pour 99% d'entre elles, donc pratiquement la totalité des demandes sont satisfaites. Il faut savoir que ce n'est pas toujours simple, parce que c'est des enfants à besoins particuliers, et donc il faut souvent un personnel particulier pour pouvoir les accueillir. Sur le temps scolaire, il y a les AESH, et depuis ces dernières années, l'État avait retiré le temps de la pause méridienne aux AESH, et avait demandé aux collectivités d'en assurer et beaucoup de collectivités étaient en difficulté de recrutement. Ce n'était même pas forcément un problème budgétaire, c'était un problème de recrutement. Il faut savoir qu'à la rentrée prochaine, ça redevient 100% éducation nationale. Et sur les enfants allergiques, c'est là.
elles sont, voilà, il y a 26% des collectivités qui prennent en charge la spécificité du repas de l'enfant allergique, qui adaptent même le menu. 25% des collectivités qui demandent systématiquement l'apport d'un panier repas aux familles. Et la plus grande partie, 42%, s'en réfère au PAI, qui est normalement rédigé par le médecin scolaire, et mettent en place soit une éviction de l'allergène, soit le panier repas le jour où c'est trop compliqué. Il faut savoir que ces collectivités qui font qui demandent l'arbitrage du médecin scolaire vont être de plus en plus difficultés parce qu'il y a plus de 50% des écoles qui n'ont plus de médecin scolaire. Donc c'est assez alarmant et ça rend très difficile la mise en place de ce protocole. Sur l'atteinte des objectifs EGalim, hein, qui est quand même le cœur du sujet, 40% des communes, contre 18% en 2020, nous annoncent avoir rencontré des difficultés pour atteindre les objectifs. Donc il y a un accroissement du sentiment de difficulté pour atteindre les objectifs EGalim. Et donc la moyenne de l'échantillon, c'est 18% des communes qui atteignent les objectifs EGalim. Il faut savoir que la moyenne de l'échantillon de la plateforme Ma Cantine, que vous connaissez, je pense, hein, qui est menée par le ministère de l'Agriculture, est à 5%. Donc voilà, on a quand même, on voit que les communes, la restauration scolaire des maternelles et des élémentaires sont le niveau de restauration scolaire qui a les meilleurs résultats EGalim sur la plateforme Ma Cantine, et on le retrouve ici. Donc 18% qui accueillent le seuil de 50%, et là on a une disparité assez forte selon la strate de la collectivité, parce que plus les communes sont de grande taille, plus elles respectent cet enjeu de 50% d'alimentation durable. Et puisque les communes de 30 000 habitants sont à 39%, donc un peu plus du double. Et ce qui est intéressant de regarder aussi, c'est que globalement, les communes sont beaucoup plus nombreuses à respecter l'enjeu de 20% de bio que l'enjeu global de 50% d'alimentation durable, puisque 37% des communes ont atteint ou dépassé 20% de bio. Ça fait... ça permet de faire une remarque, c'est-à-dire que dans la loi EGalim, vous savez que donc c'est 50% global, dont 20% de bio, donc 30% de durable. Dans les 30% du durable, on met les SICO classiques. Au-delà du bio, on met le label rouge, les IGP, les AOP. Il a été ajouté haute valeur environnementale. Mais finalement, il y a peu de production sur ces SICO. Label rouge, c'est essentiellement de la viande. Les IGP et les AOP, c'est essentiellement du fromage et du vin. Donc le vin, on l'oublie. Et les fromages sont quand même des fromages de qualité supérieure au lait cru, souvent. Donc qui pose une autre problématique en restauration collective. Donc on se rend compte que le label le plus facile à atteindre dans EGalim, c'est bien celui du bio, qui est assez clair, assez identifié et qui est très diversifié, contrairement aux autres. Sachant que HVE va un peu dans le même sens, mais comme c'est un label beaucoup plus récent, il n'y a pas forcément le volume non plus. Et les collectivités déclarent rencontrer un certain nombre de difficultés pour mettre en place EGalim. La principale est nommée en première, c'est le coût pour 56% des communes, parce qu'effectivement, une alimentation labellisée est plus chère à l'achat. L'insuffisance de diversité ou de quantité dans l'offre des produits durables et ou bio pour 40% des communes, parce que
et notamment sur les grandes collectivités. Voilà, trouver les volumes quand on a des dizaines de milliers de repas, ben, c'est pas toujours évident. Et les contraintes logistiques qui sont liées, c'est-à-dire que comment on peut être approvisionné de ces aliments bio. Les solutions qu'envisagent les collectivités, ils proposent les collectivités pour pallier ces difficultés, c'est en premier lieu peut-être augmenter l'approvisionnement en produits locaux pour 48% des villes, mais aussi la mise en place et l'appui auprès des projets alimentaires territoriaux pour 21% d'entre elles, qui sont sûrement une des solutions pour structurer l'offre locale et rapprocher la production du consommateur. Ensuite, on avait un point sur la télédéclaration de ma cantine, justement, puisque seulement 21% des répondants à cette enquête ont répondu à l'enquête de ma cantine. Et les raisons sont essentiellement l'absence d'information de l'obligation de la télédéclaration. Je crois que c'était 63% de mémoire. Oui. Hein, 63% qui ne savent pas qu'ils doivent télédéclarer. Alors je vous rappelle qu'on a beaucoup de petites communes, donc effectivement, être tenu informé de tous ces enjeux, et ils ne travaillent pas que la restauration scolaire. Hein, les missions d'une petite commune sont multiples. Donc il y a un défaut d'information, et ensuite il y a une difficulté d'accéder à la donnée, de créer la donnée en fait, parce que pour répondre à ma cantine, il faut qu'il y ait une analyse assez fine des commandes, de ce qui est servi, et de le traduire dans la plateforme qu'il faut remplir. Donc c'est à la fois chronophage et complexe. Et on était en groupe de travail juste avant où on échangeait sur ces résultats, et un maire d'une petite commune de 1200 habitants nous disait qu'effectivement, ce sont les élus qui s'y collent, parce que le personnel de cantine, il n'a pas le temps de faire ça, ou il n'a pas forcément les compétences informatiques non plus. Donc ça revient aux élus, et aux élus qui, dans les petites communes, font un peu tout, hein, jusqu'à des fois entretenir les routes, gérer l'eau, etc. Donc voilà, c'est une réalité de ce qu'est le rôle d'un élu d'une petite commune. Oui. Juste pour préciser, les chiffres nationaux qu'avait évoqué le ministre de l'Agriculture en début avril lors de la concertation sur la restauration collective, c'est des chiffres tirés sur le respect de la loi Egalim par les administrations d'État, par les collectivités. Sont issus d'Egalim, de la plateforme Ma Cantine. Cette plateforme, voilà. Okay. Hein, et c'est dans ces chiffres d'ailleurs qu'on avait vu que les collectivités, les communes étaient les plus avancées dans Egalim, ce qu'on retrouve là. Vous avez un rapport parlementaire qui a été fait pour le Parlement, hein, ou un compte rendu du CGAER, des inspecteurs de l'agriculture qui ont rendu des chiffres. Donc ces documents qui sont accessibles assez facilement si vous voulez les comparer. Donc voilà, il y a souvent des améliorations à faire pour faire remonter la donnée au niveau national auprès des petites communes notamment qui n'ont pas toujours l'ingénierie, ou auprès des communes qui ont des prestataires et auprès desquels ils ont des fois des difficultés à obtenir les données. Sur un autre point de la loi Egalim et surtout de la loi Climat Résilience, c'est le menu végétarien hebdomadaire qui se trouve être très fortement mis en place, puisque 90% des communes déclarent avoir mis en place la demande du menu végétarien, soit hebdomadaire, très majoritairement pour 79%, soit par une alternative quotidienne, qui est l'autre manière de répondre à la loi climat résilience, avec toujours un peu plus de difficultés pour les petites communes, puisque 12% des communes de moins de 2000 habitants et 5% des communes de 2 à 10 000 habitants n'offrent aucun choix de menu végétarien. Donc ça se concentre vraiment sur les 10% manquants, se concentrent sur les toutes petites communes, et souvent par défaut d'information.
deux autres points qui sont importants sur ces trois lois, c'est la lutte contre l'utilisation du plastique, que ce soit dans les barquettes, effectivement, de réchauffage, mais aussi dans la vaisselle et tout le matériel utilisé. Et 62% des communes répondent qu'ils n'utilisent pas de contenants en plastique, contenants alimentaires en plastique pour la cuisson, la réchauffe ou le service. Donc 62%, c'est quand même énorme, sachant que ça a été une transformation assez rapide, du coup, et portée par les communes, très peu. Il y a eu les collectivités se sont beaucoup organisées pour travailler entre elles sur les solutions techniques et pour faire avec le monde de l'entreprise aussi de la recherche conjointe, et l'État était très peu présent là-dessus. Parce que c'est bien beau de dire il faut arrêter le plastique, mais quand tout un système de production est basé sur le plastique, et ben la transformation n'est pas si simple, et faire de la liaison froide et réchauffage en bac gastro-inox, ça demande de changer les chaînes de production, de créer des espaces de nettoyage, il y a des enjeux de TMS, hein, de problématiques de poids, de manipulation par le personnel. Donc voilà, c'était un très gros chantier, mais qui a été où les collectivités ont été proactives en fait, hein, et 62%, c'est quand même un taux assez fort, sachant que l'obligation de sortie du plastique n'est que pour 2025. Donc voilà, on est plutôt en avance. Quant au diagnostic de lutte contre le gaspillage alimentaire, qui était obligatoire depuis fin 2019, c'est 72% de déclarants qui affirment avoir mis en place ce diagnostic et avoir un programme de travail sur la lutte contre le gaspillage alimentaire. Après, on sait que c'est un vrai levier aussi pour trouver des marges d'économie, pour dégager des marges budgétaires sur l'achat des produits de qualité. Donc, c'est normal que ça aille un petit peu en même temps. Si on regarde le coût du service de cantine, le coût moyen de production et de service d'un repas est à 8,49 € contre 7,63 € en 2020. Donc vous voyez qu'il y a quand même une augmentation de près de 12% en 3 ans. Mais rappelez-vous, sur ces périodes-là, il y a eu une forte inflation liée à la guerre en Ukraine au début, puis qui s'est un peu généralisée, puis l'inflation de l'énergie et une forte revalorisation du point d'indice des agents, sachant qu'un coût de revient d'un repas, c'est 60 à 70% du personnel. Donc quand on augmente 5% de point d'indice, on augmente forcément le prix de revient du repas. Et rappelez-vous aussi que beaucoup de collectivités se sont retrouvées avec des augmentations du coût de l'énergie de 200 à 300%, ce qui fait peser, même si ce n'est pas un coût majeur du prix de revient du repas, sur ma commune c'était 4% par exemple, mais on est passé à 9% du coût de revient du repas sur l'énergie, avec 200% d'augmentation, c'est énorme, quoi. 68% des communes déclarent ne recevoir aucune aide financière dans la mise en œuvre du service de restauration scolaire, et constatent aussi, ce qui est une difficulté d'équilibre budgétaire, pour 57% d'entre elles, des impayés de manière importante ou modérée. Et c'est vrai que dans la crise sociale de ces dernières années, avec une inflation forte, on a vu plutôt une augmentation des impayés qu'une diminution. Le tarif qui est facturé aux familles, pour 81% des collectivités, se situe entre 1 et 5 €, avec un tarif moyen à 3,80 €. Et les 2/3 des collectivités ont, depuis la rentrée 2022, augmenté les tarifs de la restauration scolaire, mais de manière modérée, un peu moins autour de 10%, sachant que sur cette année-là, l'inflation alimentaire était à 20%. Et l'augmentation des personnes, enfin tout ce que je vous ai déjà dit, tout ça. Donc voilà, il y a une partie de l'augmentation du coût du repas qui a été absorbée en interne par les collectivités.
et une partie portée par les familles. Et d'ailleurs, le reste à charge pour les collectivités, pour 71% d'entre elles, est supérieur à 50% du prix du repas. Ce que les gens savent rarement. Un parent qui met son enfant à la cantine, il ne sait pas forcément que sa commune prend plus de 50% du coût de revient du repas à sa charge. Après, c'est un service public, ça a sa cohérence, mais c'est bien de le pointer. Voilà les principaux enseignements qu'on peut tirer de cette enquête. On va pouvoir après échanger ensemble sur les questions que ça peut appeler. Je voulais finir par les propositions de l'AMF pour essayer d'aller plus loin et d'augmenter encore les résultats, parce qu'on est les bons élèves de la restauration scolaire qu'on a atteint les objectifs. Et déjà, la première demande, ça serait une stabilisation du cadre légal. Savoir qu'une loi en 2018, une loi en 2020, une loi en 2021, pour les collectivités, c'est très difficile à suivre, surtout pour les petites collectivités qui ont peu d'ingénierie. Ne serait-ce que d'avoir l'information, de voir comment on peut la mettre en œuvre, etc. C'est un petit peu compliqué à gérer, donc une stabilisation du cadre. Et puis, un soutien plus fort de l'État auprès des collectivités pour accompagner les communes à relever ces défis de l'alimentation durable, que ce soit des aides techniques ou des aides financières, tant pour les services de cantine que pour la structuration des filières agricoles, notamment à travers les projets alimentaires territoriaux dont on attend toujours, même s'ils ont été annoncés, le versement des aides sur 2024. Mais aussi, il y a un enjeu où l'État doit jouer son rôle, c'est dans la formation des personnels de cuisine, c'est-à-dire que ces lois appellent une transformation de pratiques, que ce soit sur l'utilisation du matériel sans plastique, mais que ce soit sur les menus végétariens, ou travailler des produits plus bruts, bio, qui ont des cuissons qui se modifient. Donc il y a un vrai enjeu de formation et voilà, il faut que tout le monde prenne sa part sur cet enjeu. On souhaite aussi une simplification de la déclaration de la plateforme gouvernementale Ma Cantine, parce que trop de communes ont des difficultés à recueillir la donnée et à compléter. Il faut savoir qu'on est actuellement, même s'il y a peu de réponses sur Ma Cantine, on est sur une version simplifiée qui devrait s'arrêter. On devrait passer à une version beaucoup plus complexe qui éloignera encore plus les collectivités sans ingénierie. Donc, avoir de la donnée, ça paraît important. Évaluer l'avancée de la loi, ça paraît important, mais il faut le faire de manière assez pragmatique et assez facile pour les collectivités. Dans la réunion juste avant, on a échangé d'ailleurs avec les services de l'État sur quelques propositions concrètes. Et puis, depuis plusieurs années, l'AMF demande aussi pouvoir acheter plus facilement de l'alimentation locale dans ces cantines. Et donc, une modification, un nouveau cadre de la commande publique. On appelait ça exception alimentaire. On est en train de changer un petit peu de vocabulaire parce que l'Europe n'aime pas beaucoup les exceptions, donc c'est peut-être pas la meilleure moyen d'arriver. Mais on garde le fond et on parle d'un nouveau cadre de la commande publique. On travaille ça avec d'autres associations d'élus et des collectivités, et au niveau européen, avec des collectivités au niveau européen, bien sûr, pour demander à ce que 50% de la commande publique soit mise en concurrence à partir de critères mis en place par la collectivité, sur des critères de qualité et de proximité. Et ça, c'est un point extrêmement important qui pourrait à la fois faciliter l'atteinte des objectifs EGalim, mais aussi apporter une aide au secteur agricole par la commande publique. Dans la crise agricole, on a peu parlé de la solution collectivité locale et commande publique comme solution de la crise agricole. Et ce changement de réglementation pourrait être la solution. Et un dernier point qu'on demande à l'État, c'est de faciliter la structuration des filières et le maintien des filières bio-locales.
pour faciliter l'atteinte des objectifs, parce qu'on a vu que, notamment sur les grandes collectivités, c'est difficile de trouver la matière première labellisée pour des grands volumes. Donc voilà, il y a de la structuration à faire, et si les PAT doivent y prendre leur part, l'État peut y prendre aussi sa part. Voilà, j'ai fini cette présentation que j'ai voulu quand même rapide pour laisser du temps à l'échange. Vous avez bien sûr dans votre pochette ces slides qui vous ont été projetés, que j'ai présentés, mais vous avez aussi l'enquête complète. Et voilà, si vous avez des questions, et vous avez un communiqué de presse aussi qui vous a été remis. Je remercie Marie-Hélène et son équipe pour le travail qu'elle a réalisé, puis l'équipe de techniciens de l'AMF sur le secteur de l'alimentation, Nelly et Sébastien, qui depuis le printemps 2023 ont préparé l'enquête, l'ont diffusée, ont relancé les collectivités, puis ont participé de manière active à son analyse avec AgroParisTex. Sortir de la donnée, c'est toujours un très grand travail, et merci à toutes les équipes qui s'y sont collées. Concrètement, le code des marchés publics vous oblige à mettre à faire un appel d'offres, à mettre en concurrence. Selon le niveau du marché, c'est des mises en concurrence au niveau européen. Et donc, on ne peut pas flécher de l'approvisionnement local dans le code des marchés publics. Il faut d'ailleurs préciser que cette nouvelle réglementation serait une équité entre les entreprises privées de restauration scolaire et les régies municipales, puisque une entreprise privée qui travaille pour une collectivité peut acheter de gré à gré avec les producteurs locaux sans souci, ce que ne peut pas faire une collectivité locale, puisqu'elle est obligée de mettre en concurrence, souvent au niveau européen. Donc l'idée, c'est de pouvoir réintroduire dans les critères d'attribution une proximité géographique de la production. Puisque actuellement, dans un marché public, on peut mettre « je veux du bio », « je veux ce label », mais on ne peut pas dire « je veux une alimentation qui est faite moins de 200, 300, 400 km ». On peut juste essayer de contourner cette réglementation par l'attribution de critères, mais c'est extrêmement chronophage, et c'est encore que les grandes collectivités qui peuvent le faire et pas les petites. Donc l'idée, c'est un moment où on reconstruit de la souveraineté alimentaire, où on veut réinstaller de l'agriculture sur nos territoires, il faut pouvoir connecter cette production avec la restauration scolaire, qui sera un enjeu de réussite d'ailleurs de la relocalisation. Et donc il faut une adaptation de la réglementation, parce qu'à ce jour, on n'a pas le droit. Ça fait plusieurs années que vous demandez cette exception alimentaire. Qu'est-ce qui bloque? Est-ce que c'est l'État français qui ne relaie pas votre demande auprès de la Commission européenne? Est-ce que c'est vraiment des freins européens d'idéologie C'est pas facile de répondre à cette question. Effectivement, des années qu'on le demande. La bonne nouvelle, c'est qu'on a appris à la conférence des solutions, je ne sais pas si vous l'aviez couverte le 2 avril dernier, que le ministre a annoncé qu'ils avaient saisi la Commission européenne sur ce sujet. Après, l'enjeu, c'est il ne faut pas qu'il y ait que la France qui saisisse la Commission européenne. Voilà, les décisions se prennent aussi. C'est pour ça que le plaidoyer qui est porté en ce moment avec l'Association des maires de France, avec France Urbaine, avec des collectivités, se fait au niveau européen, avec un certain nombre de webinaires qui ont été organisés, où des collectivités de toute l'Europe ou des associations d'élus se rejoignent à ce projet pour qu'on ait des signatures les plus nombreuses possibles et de pays les plus différents possibles pour peser réellement. Et c'est pour ça qu'on ne demande pas un changement. On a abandonné l'exception parce que de changer le cadre, ça peut être que réglementaire, c'est pas forcément une nouvelle loi. Et c'est simplement le règlement qu'on peut faire évoluer. Et l'idée, c'est de faire quelque chose. C'est des juristes qui nous ont conseillé là-dessus. Et l'idée, c'est d'y aller le plus rapidement possible, parce qu'un règlement, ça se change assez rapidement.
Et donc on présentera ça à la Commission européenne. Il faut la laisser s'installer, donc c'est en cours et on fera sûrement ça à la rentrée de septembre-octobre pour essayer de porter ce sujet qui est pour moi connexe effectivement aux projets alimentaires territoriaux, au soutien à l'agriculture et aux agriculteurs, et de reconnecter les territoires avec leur alimentation et sortir d'une alimentation mondialisée qui est soutenue en fait par le Code des marchés publics. Parce qu'un Code des marchés publics, que l'alimentation vienne de Nouvelle-Zélande, d'Amérique du Sud, d'Amérique du Nord, on est conforme, mais ça n'a pas beaucoup de sens. Et là, dans cette enquête, quand vous évoquez le bio qui est commandé par un certain nombre de collectivités, on n'est pas capable de le qualifier. Enfin, est-ce qu'on sait d'où il vient? On sait d'où il vient si on analyse les factures, parce que bon, les grossistes doivent tracer l'alimentation. Mais on prend souvent ce qu'on trouve. On n'a pas toujours le choix. C'est-à-dire que d'abord, c'est souvent le grossiste qui fait le choix. Et c'est en fonction de l'offre aussi, hein, parce qu'on a bien vu qu'il y avait un problème de volume d'offres. Et l'avantage de la nouvelle réglementation du Code public, ça permettrait de construire des filières d'approvisionnement sur nos territoires. C'est-à-dire que travailler avec les agriculteurs locaux, leur dire, ben moi, sur une année, j'ai besoin de X kilos de pommes de terre, X kilos de choux, X kilos de... ou de tant de viande, et quel plan de production on peut mettre en place pour répondre à cette demande. Et ça, on ne peut pas le faire au niveau international. Sur la question de l'augmentation des tarifs de cantine, donc vous dites que la majorité des communes ont pris la décision d'augmenter le prix. On a vu que dans les médias que certaines avaient fait des choix pour éviter d'augmenter trop le prix. Est-ce que vous avez posé des questions sur comment est-ce que cette augmentation des coûts, du tarif a pu être la moindre possible ou pas pour les familles? Effectivement, donc on dit que 2 tiers des communes ont augmenté leur tarif de maximum 10%, alors que l'alimentation avait augmenté de 20%. Donc il y a déjà un gros effort des communes. Après, on connaît les leviers pour maîtriser les coûts. On sait, et c'est pas pour rien que les communes, comme je disais, travaillent sur la diminution du gaspillage alimentaire, par exemple, ou sur la diversification des protéines avec l'augmentation de menus végétariens, parce que ne pas acheter pour la poubelle, c'est garder de la capacité financière pour la qualité. Servir plus de protéines végétales, c'est une protéine qui est moins chère que la protéine animale et qui permet d'acheter une protéine animale de meilleure qualité. Donc voilà, les communes utilisent tous ces leviers, mais dans un contexte extrêmement contraint, parce qu'il ne vous aura pas échappé que de manière plus globale, les financements des collectivités par l'État, que ce soit la DGF, l'arrêt de la taxe d'habitation, rendent très compliqué l'arbitrage des budgets. Donc on est dans une période très contrainte financièrement, et voilà, il faut être très inventif pour continuer à augmenter la qualité alimentaire à budget quasi constant. Et c'est tout ce qu'essayent de faire les collectivités, quoi. Mais c'est pour ça que, par exemple, on a vu qu'il y avait très peu de communes qui étaient financées, qui recevaient des aides financières pour la restauration scolaire. Et par exemple, il y a un programme qui s'appelle la cantine à 1 euro. C'est-à-dire qu'on facture à 1 euro la cantine aux familles les plus précaires, et l'État vient abonder de 3 euros, voire de 4 euros si vous avez atteint les objectifs Egalim. Mais ça, c'est réservé aux communes rurales et pas aux communes urbaines. Donc, par exemple, ça serait une solution d'aide financière pour généraliser cette cantine à 1 euro pour les familles les plus précaires, avec une aide de l'État. Où il y a un autre dispositif qui s'appelle les fruits à l'école, qui est un financement européen que depuis des années l'État ne dépense pas,
C'est-à-dire qu'on rend de l'argent à l'Europe chaque année sur ce programme parce qu'on a un programme extrêmement tatillon en France, extrêmement contrôlé, et avec beaucoup de demandes de financement des collectivités qui sont refusées pour des raisons futiles. C'est-à-dire que, par exemple, ils ne financent que des produits conserve brute. C'est-à-dire que si vous voulez faire financer une salade bio, vous ne devez pas l'assaisonner. Si vous voulez faire financer un yaourt nature, vous ne pouvez pas ajouter un peu de sucre ou un peu de miel ou un peu de confiture. Enfin, vous ne pouvez pas le dire. Donc si vous l'écrivez clairement aux familles sur le menu pour qu'ils aient les bonnes informations, vous vous faites retoquer par France Agrimaire. Ou alors, pour avoir l'argent, vous ne le mettez pas sur le menu, mais du coup, les familles ne sont pas informées. Vous voyez, c'est schizophrénique, quoi, des fois. Hein, donc Comment voilà. s'appelle ce programme, pardon, je sais pas. Fruits et lait à l'école, qui s'appelait avant un fruit à la récré, mais qui a été maintenant autorisé pour être sur l'approvisionnement de la restauration scolaire, mais de manière encore très, très tatillonne. Et on a beau porter ce message côté de pilotage, on n'a pas eu encore beaucoup d'assouplissement. Et même si on progresse sur le volume de la dotation à la France, sur l'utilisation du volume, on n'utilise pas encore tout le volume donné. Ça serait bien utile. Là, si j'en reviens au cadre de la commande publique, là, c'est un problème de traduction. Enfin, c'est le problème de la surréglementation française. Et non. Là, on est vraiment sur la nécessité d'un changement de cadre européen. On n'est pas dans la surtransposition. Je parle de lait et fruits à l'école. Ah, pardon. Ouais. Ah oui, pardon. Là, c'est un problème franco-français, quoi. Enfin... Oui, là, on est sur de la... C'est-à-dire que... oui, on est de la... Je pense qu'on est un peu zélé dans le contrôle. Un peu zélé dans le contrôle. C'est-à-dire qu'on aime bien mettre des règles aussi en France. Hein, donc déjà que l'Europe aime bien. Donc si on en rajoute, ça devient un peu compliqué. Effectivement, là, il y a sûrement... par définition, un aliment brut se cuisine. C'est ça, la cuisine. Quand on mange, on cuisine, on prend des aliments bruts, qu'on assaisonne, qu'on fait cuire, qu'on transforme. Il faut le faire le mieux possible. Donc, je veux dire, le lait et les produits laitiers et les fruits, ou les légumes, parce qu'on peut servir certains fruits et légumes dans ce programme. Mais voilà, oui, effectivement, on peut donner des carottes brutes aux enfants, ils vont les croquer, ça marchera une fois, mais pas 10. Hein. Donc voilà, il y a un peu de réalisme à apporter à ce programme, tout en essayant de rester dans le cadre. Je comprends le cadre il y a un cadre au-dessus, mais ce que je ne comprends pas, c'est que beaucoup d'autres pays dépensent toute leur enveloppe et pas nous, donc je pense qu'on est un peu zélé. Ouais. C'est une enveloppe importante. De mémoire, c'est plus de 50 millions. 35 ? Oui, 35 millions. Donc c'est pas neutre. Et on sait quelle part de l'enveloppe est renvoyée à l'Europe parce que non consommée ou... J'ai plus les chiffres en tête, on pourra vous les donner, hein, si vous nous les demandez par écrit. Alors ça progresse chaque année, hein, quand même, parce que ils ont mis un peu d'eau dans leur vin, mais pas assez. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une part de méconnaissance de l'existence de ces... Alors, il y a une part de méconnaissance, effectivement, des communes de ce programme. Il y a aussi une part non négligeable de communes qui ne veulent plus entendre parler de ce programme. C'est-à-dire que pour toucher quelques milliers d'euros, il faut des heures de tableau à remplir. Et quand on s'est fait retoquer 1, 2, 3 fois, qu'on a passé des heures à travailler, à remplir un tableau, et que France Agrimaire vous dit qu'ils n'en ont pas les sous, que vous faites un recours gracieux, que vous n'avez même pas une réponse, ben finalement, on arrête de passer du temps là-dessus. Voilà, c'est ça que... Après, il y a aussi effectivement des collectivités locales. Mais encore une fois, ça va être comme pour ma cantine, c'est-à-dire que les plus petites communes, si elles veulent profiter de ce programme, ben, il va falloir qu'elles fassent du reporting, dans des tableaux, voilà, et est-ce qu'ils auront la capacité, le temps de le faire, on ne sait pas.
sur les impayés, vous avez des chiffres là-dessus ou c'est juste quelque chose qui a été cité par les communes? Je ne crois pas qu'on avait de questions sur le montant, le niveau, mais sur le principe, voilà, on a posé une question générale, c'est savoir s'il y avait des impayés. De manière importante, modérée, il répondait à ce type de questions. Et moi, très concrètement, sur ma commune, je vois que les impayés, depuis 3 ans, augmentent. Très clairement. Alors qu'on a une tarification au quotient familial et que... voilà, donc c'est... Mais voilà, on sait aussi qu'il y a des gens qui, avec l'inflation, ont eu beaucoup de difficultés à boucler leur budget, donc ils ont décidé de faire des économies là. L'idée, c'est d'accompagner. Après, peu de communes excluent pour impayés, hein, parce que l'enfant n'est pas responsable du fait que la facture soit pas payée, et exclure un enfant d'un accueil, c'est toujours compliqué. Donc, la majorité des communes essayent d'accompagner avec les CSAS et toutes les familles en impayés, ou avec la trésorerie, parce que vous savez que c'est pas nous qui récupérons l'argent, mais c'est notre trésorier, et qui le fait de manière plus ou moins zélée. C'est-à-dire que là aussi, il y a des problèmes de ressources humaines, hein, et les relances ne sont pas toujours... Sur ma commune, jusqu'à présent, on le faisait nous. Ça fait 2 ans qu'on a tout laissé à la trésorerie et on a plus d'impayés. Donc voilà, il y a moins de traitement au cas par cas, connaître les gens, les relancer. Voilà. Mais d'un autre côté, c'était un emploi. Donc il y a des arbitrages comme ça qui doivent se faire. Moi, je trouve que ça serait bien qu'on arrive à la refaire dans 3 ans. Maintenant, je serai peut-être plus là. Je ne sais pas s'il y aura le... Enfin, moi, je trouve toujours la donnée importante. Et l'alimentation est quand même un enjeu important. Et avoir de la donnée sur l'alimentation, c'est important. Maintenant, il faudrait qu'on puisse faire des enquêtes sur beaucoup de politiques publiques. Donc, il faut faire aussi des choix. On ne peut pas faire des enquêtes sur tout chaque année, donc c'est aussi la charge de travail de l'équipe. Hein. Il y en a eu une récemment sur le périscolaire, voilà, et donc il y a eu presque 2 enquêtes en même temps, ça a été très chronophage, quoi. Donc, après, théoriquement, si ma cantine marchait bien, on pourrait s'abstenir de... si au bout du compte, beaucoup de villes répondent à ma cantine, on devrait pouvoir extraire de ma cantine les éléments pour les collectivités, pour peut-être pas le refaire de manière autonome. Et ça, il n'y a pas eu d'annonce de l'État sur le fait de garder une déclaration simplifiée? Non, pas de réponse à notre appel. Agorès a demandé la même chose à son forum qui était là fin mai, début juin. À ce jour, la simplification est jusqu'en 2026. Hein, voilà. La simplification est prévue jusqu'en 2026 et pas après, donc on l'a redit aujourd'hui. Maintenant, il faudra attendre que les ministères se recalent déjà pour prendre des décisions. Mais voilà, on leur a dit, nous, ce qu'on leur dit très clairement, c'est qu'il faut absolument qu'il y ait une déclaration très simple pour avoir une idée de l'avancée. Après, s'ils veulent aller sur des déclarations plus pointues, plus exhaustives, ben, qu'ils le fassent avec les collectivités volontaires, qui seront aussi intéressées par cette donnée. Mais voilà, ils ne peuvent pas l'attendre de tout le monde et pas des petites communes. Donc il faut qu'ils arrivent à le comprendre. Il faut savoir que à l'origine, ma cantine a été créée pour pouvoir faire le rapport parlementaire que prévoit la loi Egalim, pour rendre compte chaque année de l'avancée d'Egalim au Parlement. Donc on crée en fait la donnée pour que le ministère puisse faire son rapport au Parlement. Il y a peut-être d'autres manières de trouver de la donnée. Ils peuvent prendre un échantillon de collectivité, faire eux-mêmes le travail pour avoir de la donnée. Ça peut aussi se faire comme ça. Il y a des services de l'État qui sont dédiés à la donnée et à l'analyse. Peut-être que ça serait une solution plus simple que de tout faire reposer sur la commune en termes de moyens humains, matériels.
Et en parlant de données, est-ce qu'il n'y a pas des perspectives de gestion de la donnée, justement, avec l'IA, qui peuvent se dessiner? J'avais lu que, notamment sur la question du gaspillage alimentaire, on commençait à travailler dans le secteur privé sur des recours à l'IA pour avoir des prévisions et Alors de manière un peu efficace. Je suis pas un spécialiste de l'IA. Pour le moment, quand je demande à Siri de me sortir les données de ma cantine, je les ai pas. J'avoue que alors, il y a les grandes collectivités ont des gestionnaires, des logiciels de gestion qui leur permettent d'extraire assez facilement cette donnée. Il y a des interfaces entre ces logiciels et ma cantine. Donc en fait, là, c'est assez simple. C'est-à-dire qu'on fait les commandes, ça se classifie et tout, mais se payer un logiciel à ce prix-là, tout le monde ne peut pas le faire. Former le personnel à l'utilisation de ce logiciel, c'est pas simple. Et quand sur les petites communes, vous avez 1 ou 2 personnes au service de cantine, vous n'allez pas les former à l'utilisation de logiciels et vous n'allez pas acheter un logiciel à des milliers d'euros, voire des dizaines de milliers d'euros. Donc voilà, c'est l'IA, oui. Enfin, il y a des choses qui existent déjà avec les programmes, mais ça correspond à une certaine catégorie de collectivités qui ont l'utilité et les moyens. Même moi, à 10 000 habitants, on n'a pas de gestionnaire un programme de gestion de notre cantine, quoi. On fait de l'extraction Excel à l'ancienne parce qu'on n'a pas les moyens de se payer un logiciel de ce type. Si je peux revenir sur une bien sûr. première question sur... Non, mais je reviens sur l'exception alimentaire, même si ce n'est pas le terme à utiliser. D'un côté, pour bien comprendre la stratégie, pour vous, il ne faut pas un changement de loi, il ne faut pas ajouter un chapitre restauration collective au prochain projet de loi agriculture s'il revient. Ça ne montrerait pas quand même à l'Europe, si le ministère de l'Agriculture disait on est déterminé à désobéir, entre guillemets, ça ne vous aiderait pas dans vos négociations avec l'Europe? Parce que je me souviens de congrès des maires où Bercy vous baladait à base de guides de bonnes pratiques et c'est facile de déroger au cadre européen. Et ça bouge. Il y a un ministre sur 2 de l'agriculture, parce qu'on en a 2 actuellement, qui dit effectivement qu'on sait faire et que c'est pas la peine de changer, et l'autre qui dit qu'il y aurait besoin de changer. Donc déjà, ils sont pas en phase, c'est pas simple. Je veux dire, il faut pas un nouveau texte sur la commande publique générale, une nouvelle loi sur la commande publique générale au niveau de l'Europe. Parce que ça, on n'y arrivera pas. Et il faut effectivement arriver dans les textes de référence actuels de la commande publique, adapter le règlement à la spécificité de l'alimentation. C'était un peu ce qu'on avait dit au départ, pour ça qu'on appelait l'exception alimentaire, c'est parce qu'il existe l'exception culturelle, il existe l'exception des logiciels, justement, qui ont eu une exception dans le Code des marchés publics. Et donc, il pourrait y avoir, d'après les juristes spécialisés sur ces domaines, une évolution simple du règlement qui dirait simplement que le texte de la commande publique, tel qu'il est, s'applique à 50% du montant et que sur 50% du montant, on laisse l'ordonnateur du marché définir ses critères de mise en concurrence. Ça ne veut pas dire qu'on ne met plus en concurrence. Ça ne veut pas dire qu'on fait du clientélisme local, parce que c'est le risque. Les marchés publics, ils ont aussi leur utilité sur l'évitement. Si le Code des marchés publics est arrivé, c'est parce qu'il y a eu la distorsion de concurrence, et voire plus grave. Donc l'idée, ce n'est pas de ne plus mettre en concurrence, mais c'est de mettre en concurrence sur des critères qui ont de la cohérence pour notre territoire. Et donc de nous laisser poser les critères sur 50% du montant de la dépense et pouvoir, du coup, dans ces critères, intégrer la proximité et la qualité telle qu'on l'a définie sur chaque territoire.
Et d'ailleurs se mettre en cohérence avec la loi climat-résilience, qui, si vous la relisez, prévoit qu'une partie de l'approvisionnement de la restauration collective doit être issue des projets alimentaires territoriaux. Et si on veut répondre à la loi climat-résilience sur ce point, il nous faut une adaptation du Code des marchés publics. Parce que comment on va dire, quand on n'a pas le droit de mettre de lieux de production dans un appel d'offres, comment on va pouvoir mettre qu'il nous faut de l'alimentation de notre PAT? Voilà. Même le législateur qui a créé la loi en 2021 climat-résilience l'a créée alors qu'on ne peut pas l'appliquer avec le Code des marchés publics actuel. Donc, voilà, on demande une mise en concurrence, puis on demande, moi j'insiste, à une équité entre la restauration collective publique et privée, parce que quelque part, les délégataires de services publics qui font la restauration scolaire pour un certain nombre de collectivités, eux, peuvent aller acheter local, et du coup, nous rendre encore plus compliqué à nous qui sommes restés en régie à capter cette production. Et remettre l'équité dans l'achat, ça me semble aussi assez important. Même ceux qui opèrent en délégation pour les communes, ils ont le droit de faire du gré à gré, quoi. Enfin, mais un privé achète où il veut, comme il veut. Même si elle opère pour un service public. Oui, la mise en concurrence a été faite au moment de l'attribution de la délégation de service public. Donc la mise en... Et dans le cahier des charges de l'appel d'offres, la collectivité peut mettre « je veux 20% d'approvisionnement de mon PAT ». Et le délégataire va obtenir un marché, et pour atteindre cet objectif, va aller rencontrer les maraîchers, leur dire vous pouvez me planter ce programme de salade, de carottes, pour que j'atteigne mes objectifs de ma délégation. Donc il y a une vraie inéquité devant l'achat local. Qui incite presque à passer en délégation. Oui, et on ne peut pas forcément passer en délégation. Parce que d'ailleurs, on l'a pas... Enfin, vous le verrez dans l'enquête, il y a quand même un certain nombre de collectivités qui sont en délégation, qui disent qu'ils ont du mal à avoir la donnée, qui disent qu'ils ont été beaucoup augmentés ces derniers temps. Donc, c'est pas la panacée non plus. On prévoyait ce chiffre de 50%, c'était pour 2022. Tout à fait. De contraintes. Il n'y a pas de... Il n'est pas prévu de contrôle et de sanctions. Ceci dit, vous verrez dans un article de la Gazette du 14 juin qu'il commence à y avoir des contrôles. Alors, a priori que sur l'affichage ou sur la réalité du bio qui est annoncé et servi, mais il commence à y avoir des contrôles sur la restauration scolaire. Là. Le ministère nous dit qu'il n'y a pas de lien de ma cantine au contrôle. On est sur le contrôle de l'affichage. Sur le terrain, on a plutôt d'autres échos. Donc voilà, ça demande à être observé. Pour le moment, c'est des premières remontées. C'est un peu tôt pour dire quelque chose d'affirmé, mais on va être vigilant sur ce point du contrôle. Parce que le législateur avait insisté sur le côté volontariste, plus que sur le côté sanction. Et on voit que, malgré tout, les communes font une partie du chemin conséquente par rapport à d'autres, parce que si vous allez regarder les résultats de l'armée, des prisons, des hôpitaux, des centres sociaux, les restaurants d'État ont fait un effort cette année, parce qu'ils se sont fait klaxonner très fort, ce qui est quand même légitime, parce que l'État nous demande d'avancer, n'avançait pas lui-même. Donc là, ça bouge un peu, mais enfin, il y a beaucoup de domaines de la restauration collective. Il faut savoir que Egalim s'étend maintenant à la restauration collective des entreprises privées également. Et là, on n'a pas encore de... Enfin, moi, je n'ai pas encore de données, j'en ai pas vu. C'est bon pour vous? Vous n'avez plus de questions? Je crois que c'est bon. Je vous laisse éplucher ça en détail. Et on reste bien sûr à votre disposition. Je vous remercie de votre présence et participation. Merci beaucoup.